Bonjour à tous, chers téléspectateurs, bienvenue chez Equinox Télévision, bienvenue chez cet autre numéro de la revue des grandes unes sur votre chaîne de télévision avec nos invités avec qui nous commenterons donc de ces principales unes parutions ce jour et allons donc visiter ces principales unes en démarrant par le journal La Nouvelle Expression qui parle de mandat des députés à sa grande une et il n'y a pas de convocation du corps électoral dans les délais. Le constat est fait par le journal qui a approché chez quelques responsables d'organisations non gouvernementales. Attendu au plus tard ce jeudi 21 juin 2018, le président de la République fait le mort sur la question. Des leaders d'associations dénoncent la démarche parcellaire du chef de l'État via sa correspondance adressée au Sénat. Ceci au sujet du rallongement du mandat des députés pour une période d'un an à compter du 29 octobre 2018. Le journal qui revient sur cette correspondance adressée au chef de l'État adressée par le chef de l'État au président du Sénat, correspondance dans laquelle il justifiait donc cette prorogation annoncée du mandat des députés. Il justifiait cela par le chevauchement des opérations électorales relatives à ces scrutins, un chevauchement qui, en tout cas une raison avancée, qui indigne quelques organisations non gouvernementales, notamment un mandat à venir approché par La Nouvelle Expression qui s'offusque et s'interroge pourquoi le chef de l'État a attendu quasiment la lisière du délai pour envoyer cette lettre donc au président du Sénat et prendre attache avec le président du Conseil constitutionnel et celui de l'Assemblée nationale pour cette prorogation du mandat des députés alors que ce mandat court depuis 5 ans. N'a-t-il fait le constat de ce chevauchement des opérations électorales qu'à la fin donc de ce mandat? Le journal qui à travers ces ONG ou ces organisations non gouvernementales qui conclut en disant que finalement Paul Biya ne donne pas la réelle raison de cette demande de prorogation. Pour elle, il s'agit tout simplement pour le chef de l'État de ne pas tenir des élections, notamment législatives, dans un contexte sécuritaire exécrable dans les régions anglophones du Cameroun. La Nouvelle Expression ce matin s'intéresse justement à ces régions anglophones aussi pour nous parler ici de ce plan d'urgence mis en place par le chef de l'État et Biya qui impose à Tangandi aux anglophones, nous dit le journal à sa page 4. Et ce plan d'urgence pour venir en aide aux sinistrés des deux régions est confié à une élite qui avait nié qu'il n'existe pas de problème anglophone pour la Tangandi qui devra donc conduire ce plan de près de 13 milliards de francs CFA qui vise donc à venir au chevet des déplacés, au chevet des réfugiés, qui vise aussi à reconstruire avec l'apport donc du gouvernement, l'apport financier du gouvernement, mais aussi d'organismes internationaux et même des élites et des Camerounais à travers une opération coup de cœur. Le journal reste sur cette crise anglophone et dresse le bilan des victimes au sein de l'armée, 84 morts au sein des forces de défense. Joseph Betia sont morts listés, les militaires, gendarmes et policiers décédés dans le cadre de ce conflit. Le journal Info Matin s'intéresse au plan d'assistance humanitaire et Paul Biya au chevet des populations du Nord-Ouest, nous dit le journal du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le chef de l'État ordonne la mise sur pied d'une plateforme estimée à 13 milliards de francs CFA dont la vocation est l'assistance aux déplacés, l'offre de soins de santé, la fourniture des denrées alimentaires. L'information contenue à la page 2 du journal Info Matin revient donc en profondeur sur la visée de cette décision du chef de l'État en vue d'apporter une réponse structurée à la détresse des victimes des attaques des sécessionnistes. Le chef de l'État ordonne la mise sur pied d'une plateforme dont la vocation, on l'a dit, porte sur l'assistance aux déplacés, l'offre de soins de santé, la fourniture des denrées alimentaires, une plateforme qui est placée sous la coordination du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, qui dans les colonnes
colonne de ce journal fait savoir que la mission sera menée à bon escient. Lui qui sera assisté dans cette mission par le ministre des Relations extérieures, le jeune Bella, le ministre qui coordonne cela aux côtés donc de plusieurs autres administrations publiques, de la Croix-Rouge, du Programme national de développement participatif, de la société civile, de plusieurs entreprises, des particuliers. Voilà donc la mission à lui confiée sur un plan d'urgence qui s'étale sur 18 mois, faut-il le préciser. Et puis si on poursuit cette revue avec le journal, l'anecdote qui reste sur cette information. L'anecdote qui titre « Crise anglophone », le plan Marshall de Paul Biya. L'anecdote qui ajoute que près de 13 milliards de francs CFA seront donc débloqués pour la reconstruction de la zone anglophone et la prise en charge des déplacés. C'est la une de ce journal, tout comme l'essentiel qui reste collé à cette actualité. Crise anglophone, la réponse humanitaire de Paul Biya. Un plan d'urgence présenté par le Premier ministre chef du gouvernement, Philippe Moyan. Fourniture des denrées alimentaires et des produits de première nécessité, soins de santé, éducation et logement, reprise des activités économiques, reconstitution des documents d'état civil et pièces administratives individuelles, nous dit le journal. Voilà donc le contenu de ce plan d'urgence ou de cette réponse humanitaire de Paul Biya à la crise anglophone. Le journal nous parle aussi de la Fédération camerounaise de football et de la FIFA qui instruit le report de l'Assemblée générale qui était prévue pour ce 23 juin. L'Assemblée générale de la FECAFOOT qui avait pour objectif principal l'adoption des textes donc renvoyés sur instruction de la FIFA qui demande justement au comité de normalisation d'attendre la fin de la session parlementaire en cours pour recevoir de nouvelles instructions allant dans le sens de la convocation de cette Assemblée générale adoptive des textes. Mutation, nord-ouest et sud-ouest à la une et l'effort de guerre imposé à l'élite, nous dit le journal, qui ajoute que sur instruction du chef de l'État, un fonds de solidarité estimé à 12 milliards 700 millions de francs CFA vient d'être créé. Ministres, directeurs généraux, sénateurs, députés, maires sont appelés à cotiser en plus des financements publics. Quoi savoir? Mutation qui ajoute que les forces vives de ces deux régions donnent le coup d'envoi de cette opération dès ce jour du côté de Yaoundé. Le quotidien de l'économie, pour terminer, qui parle de toute autre chose et qui adresse le bilan des compagnies d'assurance, les meilleures compagnies d'assurance classifiées en 2017 dans les colonnes du quotidien de l'économie de ce jeudi. Leur chiffre d'affaires provisoire permet de donner un aperçu dans ce segment d'activité au Cameroun. Voilà donc à lire aussi le détail ou les détails du plan d'assistance humanitaire d'urgence dans le nord-est et le sud-ouest décidé par Paul Biya. Voilà qui nous permet de sortir de ces grandes unes et de donner la parole à nos invités. Je suis présent sur ce plateau. Camille Nélé, bonjour. Eric Martial Diomon, bonjour. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Alicia, bonjour à Joël-Éric Fongan. Bienvenue à vous. Bonjour Eric Martial Diomon, président. Bonjour aux téléspectateurs qui chaque jour prennent du plaisir à regarder les unes qualitatives qui paraissent au Cameroun en ce 21 juin où on célèbre la musique. Je voudrais avoir une pensée pour un Camerounais d'exception. C'est un des rares Camerounais, il vit à New York, il est docteur en musicologie. Donc il a su hisser la musique au Panthéon et ils sont assez rares ici. Et c'est important qu'on le rappelle qu'il y a des Camerounais qui font briller le verre rouge à l'étranger et qui ne font pas du Cameroun bashing comme les autres artistes qui sont à l'international. Donc chapeau à Dino Siston pour son doctorat en musicologie qu'il vient d'obtenir et bonne fête aux artistes qui ce jour célèbrent la musique. Allez, bonne fête, vous faites bien de le rappeler, de le repréciser. Alors quasiment tous les journaux ont à la une ce plan d'urgence, ce plan Marshall, ce plan d'assistance humanitaire de Paul Biya. Ce sont les principales unes. Il y a une convergence en tout cas au niveau de ces unes vers cette actualité. Paul Biya au chevet des populations du Nord-Ouest. Paul Biya qui décide donc, nous dit la nouvelle expression, d'imposer à Tangandi aux anglophones. Déjà, commentaire, appréciation de ce plan mis en place par le chef de l'État Camille Nélé. Il fallait bien que ce plan arrive, il fallait bien que Paul Biya
et le gouvernement fasse quelque chose pour ces personnes déplacées, qui sont réfugiés dans leur propre pays, qui ont été obligés de fuir leur village, leur maison, qui n'existe plus. Donc il fallait bien faire quelque chose. Et c'est à cet effet, je salue bien bas le formidable reportage d'Equinox Télévision qui est allé rejoindre, rechercher, traquer les déplacés en pleine brousse pour faire comprendre aux Camerounais l'autre décor, l'envers du décor de cette sale guerre qui se joue du côté du sud-ouest notamment, et pour faire comprendre aux gens que ce n'est pas facile pour la population et que les plus grandes victimes de tout cela, ce sont les populations qui sont complètement traumatisées, qui sont complètement abandonnées à elles-mêmes et pour lesquelles il faut bien faire quelque chose. Donc, moi je pense que c'est une excellente chose qui arrive peut-être un peu tard, mais qui arrive tout de même parce qu'il fallait quand même faire quelque chose. Et il était impossible de faire quelque chose avant cela aussi, il faut aussi le dire, à cause justement de la présence des insurgés qui tirent, qui font peur aux populations, qui tuent les militaires, tuent les policiers, tout cela. Ce n'était pas facile du tout. Bon, je pense que ça devient de plus en plus facile. Mais mon appréciation sur ce plan d'urgence est tout de même assez mitigée parce que on ne peut pas parler de véritable soutien à ces déplacés tant qu'on ne peut pas les retrouver. Parce que toutes ces personnes que l'on a retrouvées dans les bourses, comment on va faire pour les retrouver de nouveau, puisque ces personnes sont mobiles, pour les recenser, pour leur venir en aide. Et venir en aide en denrées alimentaires, on va faire comment? Ça va faire combien sur les 12 milliards? Maintenant, reconstruire les maisons. Est-il possible de reconstruire les maisons alors que les villages eux-mêmes sont inoccupés, alors que ces personnes ne peuvent pas retourner dans ces villages tant qu'elles ne sont pas assurées que la sécurité est réellement revenue? Je veux bien que le gouvernement fasse quelque chose. Ça fait bien, ça fait bonne impression, ça fait sollicitude du gouvernement vis-à-vis de ces pauvres populations. Mais moi, je pense que ce plan, l'efficacité de ce plan me paraît un peu discutable. Bon, maintenant, quand je reviens maintenant, je sursaute sur ce titre de la nouvelle expression que je ne partage pas. On y reviendra, on reste sur le plan, la lecture que vous faites, Guy Hervé. Non, je vais dire que ce plan arrive un peu tard. Un peu tard parce que ça ne va régler aucun problème de fond, parce que c'est bien beau de mettre pendant 18 mois 12 milliards à la disposition des populations qui ont été déplacées. 13 milliards, 12 milliards, 700 millions. Voilà, donc environ 13 milliards. Ça ne réglera pas le problème de fond tant que les populations, tant que les enfants ne pourront pas aller à l'école, tant que les gens vont se sentir en insécurité. On aura construit des maisons dans lesquelles personne n'habitera. On parle d'investissements autour de l'éducation, autour de la santé, etc. Les populations sont meurtries. Ces populations vivent la peur dans l'âme. Et donc, même en les recasant, ça ne règle pas le problème de fond tant qu'il y a une tension, tant qu'il y a une crise qui va continuer à sévir dans le grand nombre. Encore que les parents, les populations qui sont les plus victimes de cette crise-là n'ont pas attendu ce plan d'urgence-là. J'en connais, personnellement j'en ai vécu dans ma propre famille autour de moi. Les enfants qui sont venus pour les congés de Noël il y a 1 an et demi, 2 ans, ne sont plus jamais retournés à Bamenda, sont devenus des charges supplémentaires pour les oncles, les tantes, les cousins, etc. Donc ça veut dire que les familles ont pris sur elles depuis très longtemps cette crise-là. Quand vous allez dans les lycées bilingues, aujourd'hui dans les zones, dans les grandes métropoles, ou dans une salle de classe, vous aviez il y a 2 ans 40, 50 élèves, vous vous retrouvez en train un enseignant se retrouve en train d'avoir en face de lui 140, 150 élèves pour le même salaire à la fin du mois. Ça veut dire qu'il est payé, avant il était payé pour corriger, on va dire quoi, 30 copies, 60 copies, aujourd'hui il corrige 180 copies pour le même revenu. Donc voilà les problèmes de fond que les parents vivent au quotidien dans leur chair. Et non seulement il y a aujourd'hui c'est devenu banal, j'allais dire le sureffectif qu'il y a dans les classes, dans les lycées bilingues, dans les lycées bilingues en zone francophone aujourd'hui dans les grandes métropoles. Et donc, ces 12 milliards, 13 milliards si vous voulez, ne vont régler aucun problème. Il faut attaquer le mal par la racine. Moi je verrais bien ici, alors en septembre, les enfants ne vont pas à l'école, mais alors ce plan du genre n'aura servi à rien. Allez, il y a un aspect important qui est relevé par quasiment tous les journaux. C'est cet aspect humanitaire. On parle de plan d'assistance humanitaire, même si certains parlent de plan d'urgence. Sur le plan humanitaire, est-ce qu'on peut dire que c'est la bienvenue, cette mesure présidentielle?
Cette mesure est bienvenue, tout le monde est d'accord, tout le monde le reconnaît, Guy Hervé Fonrevier le reconnaît, je le reconnais, bien que ce soit même si les doutes portent sur la matérialisation, l'effectivité. L'effectivité. Et même le côté pratique, parce que tant que les populations ne se sentiront pas en sécurité, elles ne pourront pas revenir au village. Qui viendra construire les maisons village? Les militaires? Bon, ok, chiche. À ce moment-là, ces militaires, dès que les militaires auront fini de reconstruire les maisons, les cases, les cases vont être de nouveau brûlées par les sécessionnistes et on reviendra. Ce sont les sécessionnistes que vous voyez. Si ce sont des sécessionnistes, et là vous me rejoignez. Donc moi je pense que ce plan lui-même, il est peut-être louable, mais en réalité il manque de pratique dans la mesure où il ne peut marcher que s'il y a retour vraiment à la sécurité. Moi j'aurais bien aimé que le gouvernement puisse mettre une logistique particulière pour une sécurisation beaucoup plus affirmée, c'est-à-dire en créant par exemple 5 ou 6 structures spéciales de sécurisation dans le sud-ouest, pour dire que ces structures mobiles, opérationnelles, pour traquer tous ces sécessionnistes et ramener vraiment une sérénité. Mais malheureusement, ce n'est pas le fait. Ce sont toujours c'est toujours le même dispositif qui est en train de combattre au coup par coup. Moi, je pense que les populations elles-mêmes. Et l'autre problème, comment pourra-t-on les comptabiliser? Comment pourra-t-on les recenser? Et maintenant, s'il faut les recenser, comment pourra-t-on réellement leur venir en aide? Parce qu'on parle de denrées alimentaires, de médicaments et tout cela pour 18 mois. Imaginez, si vous prenez 13 milliards, vous les divisez par, je sais pas, on parle de 300 000, 400 000 déplacés. Vous allez voir que chaque déplacé aura à peu près 100 ou 150 000 pour 18 mois. Le résultat ne sera pas très très grand. Donc moi je pense que c'est une bonne initiative, mais cette initiative arrive, c'est-à-dire qu'on est en train de mettre le manche avant la cognée. C'est-à-dire que on dit que... Il y a des problèmes de fond. Il y a des problèmes de fond. D'abord adresser avant de penser un plan. D'abord la sécurité, d'abord sécuriser complètement, remettre les populations en confiance, leur faire comprendre que vous pouvez revenir vraiment mais comment sécuriser si ces populations, ou si certains de ce côté-là estiment que l'hypermilitarisation de ces zones pousse justement les populations à fuir, pousse les uns et les autres à se méfier et à estimer que cette militarisation n'est pas pour rassurer. Ce n'est pas l'hyper-militarisation qui fait fuir les populations, c'est exactement le contraire. Au contraire, c'est les menaces que subissent régulièrement les populations de la part des sécessionnistes qui les font se retracter en arrière-plan. Aujourd'hui, vous savez que... Je veux dire que c'est sur deux plans. C'est-à-dire que d'un côté, on a rencontré des populations qui estiment que cette hyper-militarisation n'est pas pour les rassurer en même temps, et de l'autre, justement, le tableau... Au contraire, la présence des forces de l'ordre devrait rassurer les populations et les mettre en confiance. Or, il se passe simplement aujourd'hui, les populations qui sont les premiers agents de renseignement ont peur de collaborer avec les agents de maintien de l'ordre parce qu'ils subissent des représailles des sécessionnistes ou alors des invasionnels. Et donc, à partir de ce moment-là, ça devient compliqué pour eux de s'ouvrir. Quand j'ai échangé encore il y a quelques jours avec des parents à moi qui vivent dans ces régions-là, quand les invasionnels, entre guillemets, se rendent compte que un des leurs qui a été attrapé ou qui a été pris par les forces de l'ordre et que la fuite d'informations est sortie de telle famille, la famille est obligée de soit les déménager, ils vont tous se déplacer et partir du village parce qu'ils vont être sérieusement menacés. À la limite, ils vont mettre le feu à la maison. Ils vont mettre en difficulté cette famille-là parce qu'ils auront appris que c'est cette famille qui a vendu la mèche. Et donc, de ce point de vue, les populations ne disent plus rien parce qu'elles ont peur. Mais si en face, on a les agences de forces de l'ordre qui rassurent et qui font croire aux populations que si vous collaborez avec nous, nous vous garantissons un minimum de sécurité. Alors je suis convaincu que les gens vont s'ouvrir, ils vont dénoncer et ces invasionnels seront traqués jusqu'au fin fond du village. Mais parce qu'en face, ils n'ont pas la réponse nécessaire, ils n'ont pas l'attente qu'ils veulent, ils ne sont pas rassurés, alors ils se braquent pour sauver leur tête. Allez, un point. Comment est-ce que vous pouvez parler d'hypermilitarisation? Vous vouliez que l'État abandonne. Vous vouliez que l'État abandonne le Sud-Ouest? Pourquoi on dit que non, voilà, on gagné? Vous vouliez que l'État démissionne en se disant que non, bon, ok, les populations estiment que... Ils font la loi. Et ces gens-là font la loi. Vous avez vu les vidéos que ces gens balancent dans les réseaux sociaux avec, vous voyez, des loupards qui tiennent des fusils, des machettes et tout ça, qui barrent la route, tout un village qui est vide. C'est ça que vous vouliez? Que l'État abandonne des villes, des villages?
parce qu'on a peur, cet État a peur qu'on parle d'hyper-militarisation. Moi, je pense que le ministre de la Défense et les services de sécurité devraient tripler l'implantation de structures de répression et de sécurité, de retour à la sécurité. On avance. C'est que la peur devrait changer de camp. Voilà. Mutation va plus loin en faisant savoir comment l'argent sera récolté. Mutation qui cite par exemple les ministres, les directeurs généraux, les maires, les élus locaux des entreprises, et fait savoir justement qu'une certaine élite, notamment les élites, voilà, les forces vives des 2 régions, vont donner le coup d'envoi de cette opération dès ce jour. On n'oublie pas bien entendu l'apport de l'État. Voilà donc les sources de financement et de collecte de ce fonds d'assistance humanitaire aux populations. Alors les sources ou les ressources qui viennent de ces différentes catégories de personnes, Guéry Fonga. Donc à mon sens, c'est les personnes qui... un autre coup de cœur. Oui, c'est notre coup de cœur, mais je l'ai dit, je le redis encore une fois, les parents n'ont pas attendu cette opération pour prendre leur responsabilité. Je veux dire que simplement, malheureusement, on va assister à une... En fait, restant sur le coup de cœur, on peut dire que l'impulsion venant du chef de l'État, forcément, ces personnes ou ces personnalités qui cotisent pour les appels à candidature, voilà, ça risque d'aller assez vite. Ben oui, disons, comme c'est le président qui donne le temps, donc normalement ça devrait aller plus vite, les fonds devraient être mobilisés un peu plus rapidement pour venir en aide à ces populations qui sont meurtries. Mais comme il est de coutume dans notre environnement, chez nous, ça va être malheureusement une autre occasion pour quelques pontes du régime de démontrer quelle est leur capacité j'allais dire pas de nuisance, mais de se faire voir et de se faire entendre par le sérail, par le système. Et il y aura une récupération qui est tout à fait prévisible par les membres du régime, du système. À cette opération. Et à cette opération, c'est qui est, à mon sens, prévisible et qui ne me surprendrait pas, mais ce n'est pas véritablement cet aspect des choses pourrait contribuer à la réussite de la collecte. Je reste convaincu, oui, les fonds vont être mobilisés, c'est vrai, mais je reste convaincu que cette affaire, c'est du mercurochrome qu'on met sur la plaie sans véritablement soigner la plaie en elle-même. Ça, vous l'avez dit. Et on le sait, mais ce sera une véritable théâtralisation où quelques barons du régime vont se mettre en scène. Voilà. Alors, la nouvelle expression nous dit bien impose à Tangandi aux anglophones, puisqu'il faut préciser que c'est le ministre de l'administration territoriale qui va coordonner cette opération. On l'a dit, assisté par plusieurs autres administrations publiques, notamment le ministre des Relations extérieures et aussi des organisations non gouvernementales comme la Croix-Rouge et plusieurs entreprises et des personnalités, des particuliers. Alors, pour la nouvelle expression, voilà, Paul Biya impose à Tangandi aux anglophones pour la coordination de l'opération, tout simplement parce que ce ministre à Tangandi avait nié l'existence d'un problème anglophone au départ. Avant de répondre à cette question, je vais d'abord qualifier un peu la substance de cet apport. Vous avez dit que on parle des élites, des ministres, des directeurs généraux qui vont cotiser. C'est une fois de plus, Guy Fongan l'a appelé la théâtralisation, mais moi j'appelle ça tout simplement la tropicalisation de cette affaire. Ça va devenir une histoire où on dit que ça va être une sorte de course à qui donnera le plus d'argent. Vous avez vu sur le plan politique comment ces mêmes élites ont réussi à cotiser 160 millions de fois dans un village pour nous a-t-on dit payer la caution du chef de l'État comme dans un village où il n'y a pas d'eau. Comme si le chef de l'État ou le parti du RDPC n'avait pas d'argent pour payer sa caution, c'est ridicule. Il faut le dire, ce village manque de forage. Il manque de forage, mais ils ont réussi à cotiser 160 millions de fois. Mais maintenant, moi, je reviens au ministre et directeur généraux. C'est tout à fait, moi, je pense qu'on aurait pu le faire sans les citer. Parce que là, ça devient tout simplement ridicule. Et c'est même de la provocation pour des populations où on va voir un directeur général qui va donner 5 millions ou 10 millions. Ces 5 millions, il gagne lui-même combien pour pouvoir donner 5 ou 10 millions? Mais ça va être la course à qui donnera le plus. Et moi, je pense que c'est ça aussi. Oui,
Oui, c'est ça qui va pervertir un peu cette opération, qui va la rendre absolument tropicale, ce que nous ne voulions pas. Je dis qu'elle a un bien fondé, mais ce bien fondé, il ne faut pas qu'il verse dans le ridicule, comme ça a commencé avec les appels à candidature. Bon, maintenant, pour la Tangandji, moi, je suis un peu navré que la nouvelle expression, on voit à travers ce titre que la nouvelle expression a un problème particulier. On ne peut pas dire que le chef de l'État impose à Tangandji aux anglophones. Pourquoi imposer à Tangandji aux anglophones? À Tangandji est le ministre de l'Intérieur, donc ça veut dire que c'est lui, d'abord, en principe, qui doit gérer ce problème-là, en premier lieu. Mais il n'est pas seul. Il est avec Eugène Belambila, le ministre des Relations extérieures, mais que ce journal révèle que Tangandji avait dit à un moment donné qu'il n'y a pas de problème anglophone, ça a été dit dans un contexte et il avait bien précisé sa pensée. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est encore un problème anglophone, où des villages anglophones sont brûlés, où des populations anglophones sont obligées de se terrer dans les brousses, où le plus grand employeur de la région, la CDC est en train de licencier ou de couper les salaires de 5000 employés. C'est encore un problème anglophone. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on ne regarde pas la tête de la personne qui gère, encore qu'en 100 jours, Tangandji a démontré qu'il est ministre assez actif. Là, aujourd'hui, il s'agit de prendre à bras le corps ce problème et d'essayer de le gérer au mieux. Le gérer au mieux parce qu'on le gère un peu tard. On devait commencer à le gérer avant cela. Maintenant, quand on réalise que les populations, notamment à travers le reportage... On devait le gérer assez tôt, tout comme le dit la nouvelle expression, on devait constater assez tôt qu'il y avait un problème anglophone. Non, il y a des problèmes. Le problème n'est pas un problème, c'est un problème camerounais. Il n'y a pas seulement un problème anglophone. Attends, on a fini de régler le problème de Boko Haram sur l'idée quoi? C'est un problème nordiste ou extrême nordiste? Non, il y avait un problème, il y a des problèmes. Et ce problème-là, on l'a suffisamment dit, les gens ont suffisamment disserté là-dessus pour dire que ce n'est pas seulement par rapport aux anglophones. Mais aujourd'hui, ceux qui tiennent ces deux régions, ou plutôt régions du Sud en coupe réglée, est-ce que c'est sur la base d'une idéologie anglophone ou d'un combat pour les anglophones? Non, ils parlent de liberté, ils parlent d'indépendance. Alors, le problème anglophone, c'est l'indépendance. Moi, je ne pense pas que tous les anglophones veulent l'indépendance. Donc, aujourd'hui, je pense que ce qui est mis par le chef de l'État en place est une très très bonne initiative. Malheureusement, elle est pleine de suffisances et pleine de trous. Allez, sur cette approche de la nouvelle expression, cet angle pour la Tangandji imposé aux anglophones, relativement, en tout cas, ce qui contraste quelque peu avec ses vues de départ. Bah vous m'avez souri parce que je comprends que les doyens soient fâchés avec les titres de la nouvelle expression. Non. J'en voulais dire que ça fait partie du positionnement éditorial du journal. Il y a quelques temps ici, j'avais été le premier à m'insurger contre ça quand ils avaient titré Philémon ayant échoué encore. C'est-à-dire qu'on le présentait comme un éternel loser et moi j'étais un peu, j'ai pas caché mon inconfort. Aujourd'hui c'est pour l'entendre, Paul Biya impose pour l'entendre dit. Vous voyez qu'il y a une espèce de construction dans le parti préditorial, dans la nouvelle expression, moi qui me gêne un peu, mais de toute façon c'est assumé. Et j'estime que ces éléments de langage là, pour moi, peuvent traduire un état d'esprit que la rédaction peut-être assumera. Mais je voulais quand même rebondir sur ce que vous appelez problème anglophone. Ma religion sur le sujet est faite. Je pense qu'il s'agit davantage d'un problème de gouvernance que problème d'anglophone. Parce que c'est de mal-gouvernance, en fait, de mal-gouvernance. Parce que les anglophones, contrairement à nous autres francophones, ont la facilité et la capacité à revendiquer ce qui leur revient de droit, contrairement à nous autres qui sont plus attentistes qu'autres. Souvenez-vous quand il y avait des problèmes dans les universités francophones et anglophones. Vous allez bien voir que, pour prendre un seul exemple qui est pratique, pour ce qui est des droits universitaires ou bien des primes qu'on attribuait aux étudiants. Pendant que les étudiants dans les universités francophones étaient attentistes, à Boyaï, par exemple, ils sont rapidement montés au créneau pour revendiquer avec violence ce qui leur revenait, pendant que les autres attendaient. Ouais, donc il y a cette culture de la revendication qui n'est pas dans notre ADN, mais qui est plus ancrée en région anglophone. Et donc, de ce point de vue, j'ai entendu des gens dire que à l'ouest, au nord, il n'y a pas de route, etc. Mais sauf que là-bas, ils ont choisi de ne rien dire. Et les anglophones ont choisi de ne pas se taire. Et donc, c'est un problème de malgouvernance qui est bien sûr général dans tout le Cameroun. Sauf que eux, ils ont la propension à aisément revendiquer et à faire entendre leur voix, ce qui n'est pas le cas dans les autres francophones. Même si le problème, il est viable dans tous les 10 régions du Cameroun. Allez, on va sortir avec un autre sujet qui revient dans quelques tabloïds. Il porte sur le comité de normalisation de la FECAFOOT et cette assemblée générale qui était prévue pour le 23 juin en vue d'adopter les textes qui devaient régir le renouvellement des instances dirigeantes de cette
institution. L'Assemblée générale renvoyée à une date ultérieure sur instruction de la FIFA qui demande d'attendre la fin de la session parlementaire en cours. Certains y voient, Camille Nélé, un bras de fer voilà, qui se profile à l'horizon entre la FIFA et le gouvernement camerounais. Tandis que d'autres voient tout simplement l'échec de Maître Api. Il n'en est rien. Maître Api a fait son job. Il a annoncé un calendrier. Il a annoncé un calendrier qu'il est en train de respecter. Non, moi je pense que c'est la FIFA qui peut-être est sur le point de s'accorder avec le gouvernement camerounais et le comité de navigation sur un certain nombre de choses. Il y a un point important que la FIFA avait exigé, c'est que le gouvernement revoie la loi sur les activités sportives et notamment cette affaire de chambre de conciliation et d'arbitrage au niveau du comité national olympique et sportif du Cameroun. C'est de ça que je parlais. Oui. Je dis la FIFA tenait à régler un certain nombre de choses avec le gouvernement camerounais et avec le comité de normalisation pour que les relations soient un peu plus harmonieuses pour le futur. Donc il n'est pas question d'un diktat de la FIFA sur le Cameroun ou sur le comité de normalisation, mais moi je pense que c'est plutôt la recherche, la FIFA cherche une période beaucoup plus propice à un brainstorming entre elle et le football et le gouvernement camerounais. Moi, je pense que c'est de bonne guerre. Donc, il ne faudrait pas voir derrière cela un échec du comité de normalisation. Non, tout le monde est unanime pour reconnaître que du bon boulot a été fait par Maître Api. Guy Hervé se renvoie et les supputations qui vont bon train. Non, c'est naïf de croire que le sport et la politique ne sont pas en relation. Le croire, c'est être naïf. Je suis ceux qui pensent que les rapports entre les deux entités ont toujours été des rapports très incestueux. Et donc, de ce point de vue, on peut très bien comprendre que de temps en temps, qu'il y ait des connivences entre le politique et le sport. Et moi, j'ai envie de dire que la FIFA, je crois qu'elle a fini par comprendre que le Cameroun, c'est un pays qui est autonome et qui est indépendant. On peut très bien suspendre cette fédération sans que ça ne fera de mal à personne. D'autres pays l'ont fait. Si on estime que ça crée plus de problèmes qu'autre chose, on peut sur soi asseoir et recommencer à zéro. Donc c'est tout à fait possible. Je pense que la FIFA en a pris conscience et donc de moins en moins des injonctions au Cameroun parce que c'est nous au finish qui dépensons et c'est nous qui payons. Mais nous attendons Maître Api au pied du mur. Il a promis qu'il rendra sa copie à temps. Il semble être dans le bon timing. Et, pour le moment, mais si on va de renvoi en renvoi par exemple, de l'Assemblée générale qui devrait adopter les statuts. Il n'est pas de son fait. On peut trouver à Maître Api des circonstances atténuantes. Exactement. Il n'est pas à l'origine de la crise anglophone, il n'est pas à l'origine de désordre dans ces régions-là. Et donc, si il y a ces événements-là et qui d'oblige à ce qu'il y ait un léger réajustement du calendrier. Ce n'est pas du fait de Maître Api qui a promis, qui a juré, qui rendrait sa copie à date. Et donc, on peut comprendre et on peut lui trouver ces circonstances atténuantes là et on le laisse travailler de manière sereine. Parce que jusqu'ici, moi qui vois de loin moi qui suis de loin cette affaire, il semble tenir ses engagements de bout en bout. Allez, merci messieurs, merci Camille, merci Guy Hervé, merci à vous qui nous avez regardé. Madame, monsieur, demain sera notre jour. Nous serons là pour la dernière livraison de la semaine. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée en compagnie des programmes d'Equinox Télévision. Au revoir. L'information contenue à la page 2 du journal Info Matin revient donc en profondeur sur la visée de cette décision du chef de l'État en vue d'apporter une réponse structurée à la détresse des victimes des attaques des sécessionnistes. Le chef de l'État ordonne la mise sur pied d'une plateforme dont la vocation, on l'a dit, porte sur l'assistance aux déplacés, l'offre de soins de santé, la fourniture des denrées alimentaires, une plateforme qui
qui est placé sous la coordination du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, qui, dans les colonnes de ce journal, fait savoir que la mission sera menée à bon escient. Lui qui sera assisté dans cette mission par le ministre des Relations extérieures, le jeune Bella, le ministre qui coordonne cela, aux côtés donc de plusieurs autres administrations publiques, de la Croix-Rouge, du Programme national de développement participatif, de la société civile, de plusieurs entreprises, des particuliers. Voilà donc la mission à lui confiée sur un plan d'urgence qui s'étale sur 18 mois, faut-il le préciser. Et puis si on poursuit cette revue avec le journal, l'anecdote qui reste sur cette information. L'anecdote qui titre « Crise anglophone, le plan Marshall de Paul Biya ». L'anecdote qui ajoute que près de 13 milliards de francs CFA seront donc débloqués pour la reconstruction de la zone anglophone et la prise en charge des déplacés. C'est la une de ce journal, tout comme l'essentiel qui reste collé à cette actualité. Crise anglophone, la réponse humanitaire de Paul Biya. Un plan d'urgence présenté par le Premier ministre chef du gouvernement, Philippe Moyan. Fourniture des denrées alimentaires et des produits de première nécessité, soins de santé, éducation et logement, reprise des activités économiques, reconstitution des documents d'état civil et pièces administratives individuelles, nous dit le journal. Voilà donc le contenu de ce plan d'urgence ou de cette réponse humanitaire de Paul Biya à la crise anglophone. Le journal nous parle aussi de la Fédération camerounaise de football et de la FIFA qui instruit le report de l'Assemblée générale qui était prévue pour ce 23 juin. L'Assemblée générale de la FECAFOOT qui avait pour objectif principal l'adoption des textes dont renvoyés sur instruction de la FIFA qui demande justement au comité de normalisation d'attendre la fin de la session parlementaire en cours pour recevoir de nouvelles instructions allant dans le sens de la convocation de cette Assemblée générale adoptive des textes. Mutation, nord-ouest et sud-ouest à la une et l'effort de guerre imposé à l'élite, nous dit le journal, qui ajoute que sur instruction du chef de l'État, un fonds de solidarité estimé à 12 milliards 700 millions de francs CFA vient d'être créé. Ministres, directeurs généraux, sénateurs, députés, maires sont appelés à cotiser en plus des financements publics. Quoi savoir? Mutation qui ajoute que les forces vives de ces deux régions donnent le coup d'envoi de cette opération dès ce jour du côté de Yaoundé. Le quotidien de l'économie, pour terminer, qui parle de toute autre chose et qui adresse le bilan des compagnies d'assurance, les meilleures compagnies d'assurance classifiées en 2017 dans les colonnes du quotidien de l'économie de ce jeudi. Leur chiffre d'affaires provisoire permet de donner un aperçu dans ce segment d'activité au Cameroun. Voilà donc à lire aussi le détail ou les détails du plan d'assistance humanitaire d'urgence dans le nord-est et le sud-ouest décidé par Paul Biya. Voilà qui nous permet de sortir de ces grandes unes et de donner la parole à nos invités présents sur ce plateau. Camille Nélé, bonjour. Eric Bachel Diomo, bonjour. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Alicia, bonjour à Joël-Éric Fongan. Bienvenue à vous. Bonjour Eric Martial Diomo, président. Bonjour aux téléspectateurs qui chaque jour prennent du plaisir à regarder les unes qualitatives qui paraissent au Cameroun. En ce 21 juin où on célèbre la musique, je voudrais avoir une pensée pour un Camerounais d'exception. C'est un de rares Camerounais, il vit à New York, il est docteur en musicologie. Donc il a su hisser la musique au Panthéon et ils sont assez rares ici. Et c'est important qu'on le rappelle qu'il y a des Camerounais qui font briller le verre rouge à l'étranger et qui ne font pas du Cameroun bashing comme les autres artistes qui sont à l'international. Donc chapeau à Dino Sisson pour son doctorat en musicologie qu'il vient d'obtenir et bonne fête aux artistes qui ce jour célèbrent la musique. Allez, bonne fête, vous faites bien de le rappeler, de le repréciser. Alors quasiment tous les journaux ont à la une ce plan d'urgence, ce plan Marshall, ce plan d'assistance humanitaire de Paul Biya. Ce sont les principales unes. Il y a une convergence en tout cas au niveau de ces unes vers cette actualité. Paul Biya au chevet des populations du Nord-Ouest. Paul Biya qui décide donc
donc nous dit, c'est la nouvelle expression, d'imposer à Tangandi aux anglophones. Déjà, commentaire, appréciation de ce plan mis en place par le chef de l'État, Kaminele. Il fallait bien que ce plan arrive, il fallait bien que Paul Biya et le gouvernement fassent quelque chose pour ces personnes déplacées, qui sont réfugiés dans leur propre pays, qui ont été obligés de fuir leur village, leur maison, qui n'existent plus. Donc il fallait bien faire quelque chose. Et c'est à cet effet, je salue bien pas le formidable reportage d'Equinox Télévision qui est allé rejoindre, rechercher, traquer les déplacés en pleine brousse pour faire comprendre aux Camerounais l'autre décor, l'envers du décor de cette sale guerre qui se joue du côté du sud-ouest notamment, et pour faire comprendre aux gens que ce n'est pas facile pour la population et que les plus grandes victimes de tout cela, ce sont les populations qui sont complètement traumatisées, qui sont complètement abandonnées à elles-mêmes et pour lesquelles il faut bien faire quelque chose. Donc, moi je pense que c'est une excellente chose qui arrive peut-être un peu tard, mais qui arrive tout de même parce qu'il fallait quand même faire quelque chose. Et il était impossible de faire quelque chose avant cela aussi, il faut aussi le dire, à cause justement de la présence des insurgés qui tirent, qui font peur aux populations, qui tuent les militaires, tuent les policiers, tout cela. Ce n'était pas facile du tout. Bon, je pense que ça devient de plus en plus facile. Mais mon appréciation sur ce plan d'urgence est tout de même assez mitigée parce que on ne peut pas parler de véritable soutien à ces déplacés tant qu'on ne peut pas les retrouver. Parce que toutes ces personnes que l'on a retrouvées dans les bourses, comment on va faire pour les retrouver de nouveau, puisque ces personnes sont mobiles, pour les recenser, pour leur venir en aide. Et venir en aide en denrées alimentaires, on va faire comment? Ça va faire combien sur les 12 milliards? Maintenant, reconstruire les maisons. Est-il possible de reconstruire les maisons alors que les villages eux-mêmes sont inoccupés, alors que ces personnes ne peuvent pas retourner dans ces villages tant qu'elles ne sont pas assurées que la sécurité est réellement revenue? Je veux bien que le gouvernement fasse quelque chose. Ça fait bien, ça fait bonne impression, ça fait sollicitude du gouvernement vis-à-vis de ces pauvres populations. Mais moi, je pense que ce plan, l'efficacité de ce plan me paraît un peu discutable. Bon, maintenant, quand je reviens maintenant, je sursaute sur ce titre de la nouvelle expression que je ne partage pas. On y reviendra. On reste sur le plan, la lecture que vous faites, Guy Hervé. Non, je vais dire que ce plan arrive un peu tard. Parce que ça ne va régler aucun problème de fond, parce que c'est bien beau de mettre pendant 18 mois 12 milliards à la disposition des populations qui ont été déplacées. 13 milliards, 12 milliards, 700 millions. Voilà, donc environ 13 milliards. Ça ne réglera pas le problème de fond tant que les populations, tant que les enfants ne pourront pas aller à l'école, tant que les gens vont se sentir en insécurité. On aura construit des maisons dans lesquelles personne n'habitera. On parle d'investissements autour de l'éducation, autour de la santé, etc. Les populations sont meurtries. Ces populations vivent la peur dans l'âme. Et donc, même en les recasant, ça ne règle pas le problème de fond tant qu'il y a une tension, tant qu'il y a une crise qui va continuer à sévir dans le grand nord. Encore que les parents, les populations qui sont les plus victimes de cette crise-là n'ont pas attendu ce plan d'urgence-là. J'en connais, personnellement j'en ai vécu dans ma propre famille autour de moi. Les enfants qui sont venus pour les congés de Noël il y a 1 an et demi, 2 ans, ne sont plus jamais retournés à Bamenda, sont devenus des charges supplémentaires pour les oncles, les tantes, les cousins, etc. Donc ça veut dire que les familles ont pris sur elles depuis très longtemps cette crise-là. Quand vous allez dans les lycées bilingues, aujourd'hui dans les zones, dans les grandes métropoles, ou dans une salle de classe, vous aviez il y a 2 ans 40, 50 élèves, vous vous retrouvez en train un enseignant se retrouve en train d'avoir en face de lui 140, 150 élèves pour le même salaire à la fin du mois. Ça veut dire qu'il est payé, avant il était payé pour corriger, on va dire quoi, 30 copies, 60 copies, aujourd'hui il corrige 180 copies pour le même revenu. Donc voilà les problèmes de fond que les parents vivent au quotidien dans leur chair. Et non seulement il y a aujourd'hui c'est devenu banal, j'allais dire le sureffectif qu'il y a dans les classes, dans les lycées bilingues, dans les lycées bilingues en zone francophone aujourd'hui dans les grandes métropoles. Et donc, ces 12 milliards, 13 milliards si vous voulez, ne vont régler aucun problème. Il faut attaquer le mal par la racine. Moi je verrais bien ici, alors en septembre, les enfants ne vont pas à l'école, mais alors ce plan du genre n'aura servi à rien. Allez, il y a un aspect important qui est relevé par quasiment tous les journaux. C'est cet aspect humanitaire. On parle de plan d'assistance humanitaire, même si certains parlent de plan d'urgence. Sur le plan humanitaire, est-ce qu'on peut dire que c'est la bienvenue, cette mesure présidentielle?
Cette mesure est bienvenue, tout le monde est d'accord, tout le monde le reconnaît, Guy avait vient le reconnaître, je le reconnais, bien que ce soit tard. Même si les doutes portent sur la matérialisation, l'effectivité. L'effectivité. Et même le côté pratique, parce que tant que les populations ne se sentiront pas en sécurité, elles ne pourront pas revenir au village. Qui viendra construire les maisons village? Les militaires? Bon, ok, chiche. À ce moment-là, ces militaires, dès que les militaires auront fini de reconstruire les maisons, les cases vont être de nouveau brûlées par les sécessionnistes et on reviendra. Ce sont les sécessionnistes qui veulent. Si ce sont des sécessionnistes, et là vous me rejoignez. Donc moi je pense que ce plan lui-même, il est peut-être louable, mais en réalité il manque de pratique dans la mesure où il ne peut marcher que s'il y a retour vraiment à la sécurité. Moi j'aurais bien aimé que le gouvernement puisse mettre une logistique particulière pour une sécurisation beaucoup plus affirmée, c'est-à-dire en créant par exemple 5 ou 6 structures spéciales de sécurisation dans le sud-ouest, pour dire que ces structures mobiles, opérationnelles, pour traquer tous ces sécessionnistes et ramener vraiment une sérénité. Mais malheureusement, ce n'est pas le fait. Ce sont toujours c'est toujours le même dispositif qui est en train de combattre et de combattre au coup par coup. Moi, je pense que les populations elles-mêmes. Et l'autre problème, comment pourra-t-on les comptabiliser? Comment pourra-t-on les recenser? Et maintenant, s'il faut les recenser, comment pourra-t-on réellement leur venir en aide? Parce qu'on parle de denrées alimentaires, de médicaments et tout cela pour 18 mois. Imaginez, si vous prenez 13 milliards, vous les divisez par, je sais pas, on parle de 300 000, 400 000 déplacés. Vous allez voir que chaque déplacé aura à peu près 100 ou 150 000 pour 18 mois. Le résultat ne sera pas très très grand. Donc moi je pense que c'est une bonne initiative, mais cette initiative arrive, c'est-à-dire qu'on est en train de mettre le manche avant la cognée. C'est-à-dire que on dit que... Il y a des problèmes de fond. Il y a des problèmes de fond. D'abord, adresser avant de penser un plan. D'abord la sécurité, d'abord sécuriser complètement, remettre les populations en confiance, leur faire comprendre que vous pouvez revenir vraiment. Mais comment sécuriser si ces populations, aussi certains de ce côté-là estiment que l'hypermilitarisation de ces zones pousse justement les populations à fuir, poussent les uns et les autres à se méfier et à estimer que cette militarisation n'est pas pour rassurer. Ce n'est pas l'hyper-militarisation qui fait fuir les populations, c'est exactement le contraire. Au contraire, c'est les menaces que subissent régulièrement les populations de la part des sécessionnistes qui les font se retracter en arrière-plan. Aujourd'hui, vous savez que... Je veux dire que c'est sur deux plans. C'est-à-dire que d'un côté, on a rencontré des populations qui estiment que cette hyper-militarisation n'est pas pour les rassurer en même temps, et de l'autre, justement, le tableau. Au contraire, la présence des forces de l'ordre devrait rassurer les populations et les mettre en confiance. Or, il se passe simplement aujourd'hui, les populations qui sont les premiers agents de renseignement ont peur de collaborer avec les agents de maintien de l'ordre parce qu'ils subissent des représailles des sécessionnistes ou alors des invasionnels. Et donc, à partir de ce moment-là, ça devient compliqué pour eux de s'ouvrir. Quand j'ai changé encore il y a quelques jours avec des parents à moi qui vivent dans ces régions-là, quand les invasionnels, entre guillemets, se rendent compte que un des leurs qui a été attrapé ou qui a été pris par les forces de l'ordre et que la fuite d'informations est sortie de telle famille, la famille est obligée de soit les déménager, ils vont tous se déplacer et partir du village parce qu'ils vont être sérieusement menacés. À la limite, ils vont mettre le feu à la maison. Ils vont mettre en difficulté cette famille-là parce qu'ils auront appris que c'est cette famille qui a vendu la mèche. Et donc, de ce point de vue, les populations ne disent plus rien parce qu'elles ont peur. Mais si en face, on a les agences de force de l'ordre qui rassurent et qui font croire aux populations que si vous collaborez avec nous, nous vous garantissons un minimum de sécurité. Alors je suis convaincu de ce que les gens vont s'ouvrir, ils vont dénoncer et ces ambassadeurs seront traqués jusqu'au fin fond du village. Mais parce qu'en face, ils n'ont pas la réponse nécessaire, ils n'ont pas l'attente qu'ils veulent, ils ne sont pas rassurés, alors ils se braquent pour sauver leur tête. Allez, un point, comment est-ce que vous pouvez parler d'hypermilitarisation? Vous vouliez que l'État abandonne, vous vouliez que l'État abandonne le sud-ouest? Pourquoi on dit que non, voilà, on gagné? Vous vouliez que l'État démissionne en se disant que non, bon, ok, les populations estiment que... Ils font la loi. Et ces gens-là font la loi. Vous avez vu les vidéos que ces gens balancent dans les réseaux sociaux, avec vous voyez des loupards qui tiennent des fusils, des machettes et tout ça, qui barrent la route, tout un village qui est vide. C'est ça que vous vouliez, que l'État abandonne
des villes, des villages, parce qu'on a peur, cet État a peur qu'on parle d'hypermilitarisation. Moi, je pense que le ministre de la Défense et les services de sécurité devraient tripler l'implantation de structures de répression et de retour à la sécurité. On avance. C'est que la peur aurait changé le camp. Voilà. Mutation va plus loin en faisant savoir comment l'argent sera récolté. Mutation qui cite par exemple les ministres, les directeurs généraux, les maires, les élus locaux des entreprises, et fait savoir justement qu'une certaine élite, notamment les élites, voilà, les forces vives des deux régions, vont donner le coup d'envoi de cette opération dès ce jour. On n'oublie pas bien entendu, l'apport de l'État. Voilà, donc les sources de financement et de collecte de ce fonds d'assistance humanitaire aux populations. Alors, les sources ou les ressources qui viennent de ces différentes catégories de personnes, Guéhéry Fonga. Donc, à mon sens, c'est les personnes qui... un autre coup de cœur. Oui, c'est notre coup de cœur, mais je l'ai dit, je le redis encore une fois, les parents n'ont pas attendu cette opération pour prendre leur responsabilité. Je veux dire que simplement, malheureusement, on va assister à en fait, restant sur le coup de cœur, on peut dire que l'impulsion venant du chef de l'État, forcément, ces personnes ou ces personnalités qui cotisent pour les appels à candidature, voilà, ça risque d'aller assez vite. Ben oui, disons comme c'est le président qui donne le temps, donc normalement ça devrait aller plus vite, les fonds devraient être mobilisés un peu plus rapidement pour venir en aide à ces populations qui sont meurtries. Mais comme il est de coutume dans notre environnement, chez nous, ça va être malheureusement une autre occasion pour quelques pontes du régime de démontrer quelle est leur capacité de j'allais dire pas de nuisance, mais de se faire voir et de se faire entendre par le sérail, par le système. Et il y aura une récupération qui est tout à fait prévisible par les membres du régime, du système. À cette opération, c'est qui est, à mon sens, prévisible et qui ne me surprendrait pas, mais ce n'est pas véritablement en fait, cet aspect des choses pourrait contribuer à la réussite de... Bonjour à tous, chers téléspectateurs, bienvenue chez Equinox Télévision, bienvenue chez cet autre numéro de la revue des grandes unes sur votre chaîne de télévision avec nos invités avec qui nous commenterons donc de ces principales unes parutions ce jour et allons donc visiter ces principales unes en démarrant par le journal La Nouvelle Expression qui parle de mandat des députés à sa grande une et il n'y a pas de convocation du corps électoral dans les délais. Le constat est fait par le journal qui a approché chez quelques responsables d'organisations non gouvernementales. Attendu au plus tard ce jeudi 21 juin 2018, le président de la République fait le mort sur la question. Des leaders d'associations dénoncent la démarche parcellaire du chef de l'État via sa correspondance adressée au Sénat. Ceci au sujet du rallongement du mandat des députés pour une période d'1 an à compter du 29 octobre 2018. Le journal qui revient sur cette correspondance adressée au chef de l'État adressée par le chef de l'État au président du Sénat, correspondance dans laquelle il justifiait donc cette prorogation annoncée du mandat des députés. Il justifiait cela par le chevauchement des opérations électorales relatives à ces scrutins, un chevauchement qui, en tout cas une raison avancée, qui indigne quelques organisations non gouvernementales, notamment un Monde d'Avenir approché
reproché par la nouvelle expression qui s'offusque et s'interroge pourquoi le chef de l'État a attendu quasiment la lisière du délai pour envoyer cette lettre donc au président du Sénat et qu'il prendra tâche avec le président du Conseil constitutionnel et celui de l'Assemblée nationale pour cette prorogation du mandat des députés alors que ce mandat court depuis 5 ans. N'a-t-il fait le constat de ce chevauchement des opérations électorales qu'à la fin donc de ce mandat, le journal qui à travers ces ONG ou ces organisations non gouvernementales qui conclut en disant que finalement Paul Biya ne donne pas la réelle raison de cette demande de prorogation. Pour elle, il s'agit tout simplement pour le chef de l'État de ne pas tenir des élections, notamment législatives, dans un contexte sécuritaire exécrable dans les régions anglophones du Cameroun. La nouvelle expression ce matin s'intéresse justement à ces régions anglophones aussi pour nous parler ici de ce plan d'urgence mis en place par le chef de l'État et Biya qui impose à Tanganyika aux anglophones, nous dit le journal à sa page 4. Et ce plan d'urgence pour venir en aide aux sinistrés des deux régions est confié à une élite qui avait nié qu'il n'existe pas de problème anglophone pour la Tanganyika, qui devra donc conduire ce plan de près de 13 milliards de francs CFA qui vise donc à venir au chevet des déplacés, au chevet des réfugiés, qui vise aussi à reconstruire avec l'apport donc du gouvernement, l'apport financier du gouvernement, mais aussi d'organismes internationaux et même des élites et des Camerounais à travers une opération coup de cœur. Le journal reste sur cette crise anglophone et fait le bilan, dresse le bilan des victimes au sein de l'armée, 84 morts au sein des forces de défense. Joseph Bétia son mot à lister les militaires, gendarmes et policiers décédés dans le cadre de ce conflit. Le journal Info Matin s'intéresse au plan d'assistance humanitaire et Paul Biya au chevet des populations du Nord-Ouest, nous dit le journal du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le chef de l'État ordonne la mise sur pied d'une plateforme estimée à 13 milliards de francs CFA dont la vocation est l'assistance aux déplacés, l'offre de soins de santé, la fourniture des denrées alimentaires.